co-animation du groupe Europe de la FNADAC. Donc, c'est un groupe qui s'est fondé en 2022 lors des assises de Sète pour voir comment les droits culturels étaient travaillés en Europe. Donc, on a eu la possibilité de faire quelques mobilités à Bruxelles, à Barcelone et à Zagreb dernièrement. On projette d'autres. Donc, ça nous a permis de voir comment les différentes collectivités travaillaient leurs projets culturels de territoire avec l'ensemble des acteurs, avec les habitants, de voir comment les questions de démocratie locale, de gouvernance partagée, elles pouvaient se mettre en œuvre. Euh, Par la suite, on réfléchit aussi à un projet de coopération pour 2027 un peu plus conséquent que les mobilités qu'on a faites jusqu'à présent. Sur la prochaine mobilité, on va également approfondir les questions de développement durable et de transition, redirection écologique de la culture et du rôle des acteurs culturels dans cette transition, au-delà de la rénovation énergétique, etc. Vraiment essayer de travailler un peu comment les acteurs culturels partagent de nouveaux récits qui donnent aussi envie d'une société plus sobre mais plus désirable, notamment. Voilà, donc ce groupe Europe, il a plusieurs objectifs, comme j'ai dit, donc un projet de coopération vers 27, mais aussi de permettre aux DAC des collectivités de s'essayer, de se rassurer un peu sur les différents dispositifs et outils de l'Europe. C'est pourquoi on a proposé au Relais Culture Europe, qui est un de nos partenaires depuis la création de ce groupe, de présenter un peu l'ensemble de leur activité qui nous semble être tout à fait intéressante pour l'ensemble des DAC. Est-ce que il y a des gens qui ne sont pas de la FNADAC et où ça serait bien que je présente aussi ce que fait la fédération, ou on est tous de la FNADAC? Tout le monde n'est pas de la FNADAC. Non, Jean-Marie, je crois, n'est pas. Moi non ouais. plus. Ah, Moi Non, non ok. mais plus. beaucoup Du de coup, je vais personnes ne sont pas préciser. de la FNADAC. Ouais. Moi Je vais non plus. préciser, donc les DAC, c'est les directrices des affaires culturelles des collectivités territoriales, donc des différents échelons, que ce soit des communes, des communautés de communes, des métropoles, enfin tous les différentes appellations d'intercommunalité possibles, des départements et des régions. Donc ces professionnels se sont souvent retrouvés au sein d'associations régionales. Donc par exemple, moi j'ai fondé celle des Hauts-de-France, donc la DAC des Hauts-de-France. Et il y a aussi des associations, par exemple, tous les responsables culture des départements sont dans la même asso, et idem pour les responsables culture des régions. Et donc ces différentes associations se sont fédérées au sein de la Fédération nationale de la FNADAC, donc, qui du coup assure une forme de transversalité et porte comment dire, je pourrais parler peut-être de plaidoyer puisqu'on est dans la thématique européenne sur des sujets divers et variés. Donc ça peut être la question des métiers, ça peut être euh, aussi la question, bah, comme nous on le fait autour des droits culturels, ça peut être des sujets autour de la transition écologique avec le projet Chrysalide. Donc voilà, c'est des projets aussi qui sont portés par la FNADAC en direct. Et pour le projet Chrysalide, j'enverrai plutôt sur Adeline, notre directrice générale, qui pourra préciser les choses si ça intéresse. Et voilà, et donc la FNADAC, c'est voilà, différents groupes de travail qui portent des choses et qui a aussi des conventions avec différents interlocuteurs, par exemple l'Association des bibliothèques de France. Voilà, je pense que j'ai donné un petit aperçu. Je sais pas, Adeline, si tu veux compléter. Bon, t'as mis le lien dans le Merci. chat. Alors, plus j'ai un très mauvais internet, donc merci beaucoup. Et oui, je suis à la disposition. Je vais mettre mon adresse mail si les personnes veulent parler de Chrysalide. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si ça va. Vraiment sur les questions de transition, transition écologique, transition numérique, développement culturel dans tous les territoires. Donc voilà. Et là, on ouvre justement la deuxième cohorte. Donc on est ravis. D'ailleurs, je vois certaines personnes. Le bonjour aux personnes qui sont déjà dans Chrysalide.
Chrysalide. Dans Chrysalide, oui. Euh, Pascal, peut-être tu veux te présenter également? Oui, donc moi je suis en fait personnalité qualifiée pour la FNADAC et j'accompagne depuis maintenant 3 ou 4 ans, 4 ans, la réflexion sur la mise en orbite européenne de la FNADAC. Et chemin faisant, on s'est rendu compte avec Chrysaline qu'il y avait quand même une demande de la part des directeurs, des directrices de la culture, de mieux cerner quand même, d'avoir peut-être une big picture, hein, une photographie un peu large des programmes européens, notamment ceux qui sont le plus adaptés aux activités des collectivités locales et territoriales. Donc, on s'est rapproché encore un peu plus du Relais Culture Europe, et notamment donc de Marta Guterres qui est là et de son directeur, Stéphane Segreto Gomez. Voilà, et on leur a demandé s'ils voulaient bien dans un premier temps, bah, donner un peu cette information sur les programmes de coopération, notamment le programme Europe Créative, et puis aussi nous dire comment ce programme a de fortes probabilités d'évoluer dans une période qui est en train de se préparer, hein, puisque Martha va nous le redire, mais la Commission européenne fonctionne, vous le savez, hein, les institutions communautaires de manière générale fonctionnent par grandes périodes, hein. On va sortir de la période 2021-2027 pour attaquer la période 2028-2033 et à ce moment-là, on aura évidemment des changements sur le programme Média Culture. Martha va en parler bien mieux que moi et l'idée, c'est de faire un peu une actualisation des opportunités donc d'Europe créative et du futur programme qui s'appelle, vous le savez sans doute déjà, Agora EU. Alors, comme on ne peut pas faire le tour de tour d'écran à 25, ça prendrait trop de temps. Ce que je vous propose, c'est que vous nous précisiez dans quelles institutions vous travaillez. Alors, certains ont mis direction de la culture de Dijon, donc on le voit. On voit aussi Jean-Cédric Delvinquière du DEPS, mais on ne voit pas tout le monde, donc ça c'est bien de nous dire, voilà, moi je suis de telle collectivité territoriale. Martha, je suppose que tu as une présentation, qu'il faut que tu puisses la mettre en ligne et qu'on garde, puisqu'on est là sur un temps d'1h20, là il est 12h40, qu'on garde un temps évidemment pour vos questions. Ce que je vous propose, c'est que vous mettiez aussi des questions dans le chat et qu'on fasse peut-être des pauses. C'est mieux pour Martha aussi peut-être, hein, c'est-à-dire de faire une petite présentation déjà générale de 20-30 minutes et puis d'aller ensuite sur des précisions, sur des questions et sur des propositions. Est-ce que ça te va comme ça, Martha? Oui, oui, très bien. Merci beaucoup, Pascal, pour cette introduction et Chrysaline et toute l'équipe d'Élève Nadak. Merci beaucoup pour cette invitation à venir un peu s'actualiser parce que bon, on s'actualise tous les jours. Hier, j'ai reçu le programme de travail pour 2027, donc j'ai dû tout revoir et on voit que ça évolue très vite. Et je suis ravie d'être avec vous. Donc, merci beaucoup. Je vais donc essayer de partager ma présentation que je l'avais tout à l'heure sous les yeux et elle a disparu. Donc, j'espère que je vais la trouver. Donc, je m'appelle, pendant que je cherche, je me présente en même temps. Donc, je m'appelle Martha Gutiérrez. Je travaille au Relais Culture Europe. Donc, le Relais Culture Europe, donc, je vais trouver. Donc, là, j'espère que ça va. Excusez-moi. Donc, je travaille au Relais Culture Europe, qui est une structure parapublique qui a été euh,
Donc, et souvent, en fait, qui a été aujourd'hui soutenu et mis en place par le ministère de la Culture et le CNC, le Centre national de la cinématographie, pour être le point contact national ou le bureau national du programme Europe créatif en France. Donc, nous sommes bien évidemment soutenus par la Commission européenne. Donc, c'est l'État français via le ministère de la Culture qui a identifié le Relais Culture Europe comme les structures officielles en France euh, dans le cadre de ces programmes Europe Créatif. Alors, donc, avant de présenter en 2 mots le relais, je voulais juste vous dire ce que je vais vous dire pendant cette petite heure et demie qu'on a devant nous. Donc, je vais rapidement donc vous présenter la mutation du rôle des territoires aujourd'hui, parce qu'en 2027, comment ça évolue, et la nouvelle géographie culturelle européenne et, comme disait Pascal Boniel-Chalier, les leviers d'action pour les territoires, et notamment pour les DAC. Quelques perspectives pour 2027, parce qu'on est déjà en 2038, donc c'est quand même assez loin, mais on est déjà là. Et puis, si vous avez des questions, je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Donc, je vous ai dit, le relais est une structure donc, qui est là pour avoir cette mission des points de contact national sur le programme Europe Créative. Et notre mission aujourd'hui est vraiment d'informer, soutenir, c'est-à-dire vous accompagner dans les développements de votre projet européen. Et c'est pour ça ces partenariats avec la FNADAC, parce qu'on ne peut pas le faire seul, on le fait avec les réseaux, vous connecter donc aussi à des réseaux européens, à des partenaires européens, à des aussi territoires européens, et puis notamment faire les liens entre les États membres, la Commission européenne et les acteurs pour vous consulter sur le programme Europe Créative, sur les programmes européens, sur les différents chantiers qui sont en cours à Bruxelles, qu'on ne sait jamais quels sont ces chantiers qui sont en cours à Bruxelles. Donc, tout ça, aujourd'hui, voilà, le Relais Culture Europe nous permet aujourd'hui de faire ces travails-là. Ah non, ça marche pas, je peux pas passer, il y a un problème. Voilà. Alors, la première chose que je veux vous dire, en fait, c'est un peu cet état des lieux que nous, je voulais vous présenter rapidement. C'est, voilà, comme vous l'avez, comme Chrysalide l'a présenté en introduction, donc je vais reprendre un peu ces mots. Ces contextes aujourd'hui marqués par, bien évidemment, les transitions qui sont déjà en cours et très profondes, écologiques, sociales, démocratiques, les politiques culturelles, territoriales, en Europe, je ne dis pas en France, en Europe, sont appelées à évoluer, ou sont déjà en évolution, voilà, pour le dire autrement. Et donc, cette approche vers cette transition nous invite à considérer en fait les territoires au-delà des simples cadres administratifs et les considérer comme des vrais écosystèmes vivants et sensibles, qui se structurent bien évidemment par des enjeux d'interdépendance, hein. On entend beaucoup parler de l'interdépendance avec les États-Unis, etc. Mais comment nous, on le fait en Europe, et aussi, ça se structure aussi par la coopération. Et donc, cette lecture que je vais vous présenter engage une transformation des politiques publiques culturelles et il ne s'agit plus en fait seulement de soutenir des équipements, des programmations, et que vous ne le faites plus, hein, entre guillemets, je vais dire ça, mais plutôt de structurer des dynamiques territoriales de coopération, d'innovation et de participation. Et donc, pour cela, et donc dans cette perspective que je vous présente, les territoires européens sont appelés aujourd'hui dans les programmes européens, parce qu'on reçoit des programmes cadres de travail, des programmes de travail pour les appels, où la culture va pouvoir s'intégrer. Donc, il faut, dans cette perspective, pouvoir penser
les territoires comme des lieux d'expérimentation, comme des espaces de proximité démocratique et bien évidemment comme une fabrique des solutions hybrides. Et donc et tout ça, c'est juste pour vous dire aujourd'hui que les territoires sont aujourd'hui appelés à dépasser en fait cette logique, en fait cette approche des sectorielle et d'organisation descendante. Donc ça, c'est important à bien les préciser et de venir plus sur une approche plus d'écosystème, enfin des systèmes et d'écosystèmes qui va permettre en fait de reconnaître les interdépendances entre la culture, les sociales, l'économie, l'environnement, l'aménagement des territoires, etc., etc. Donc ça, c'est très important parce qu'on les voit de plus en plus dans les appels. Et puis, décloisonner les politiques publiques, c'est aussi un autre point important, et aussi favoriser, notamment comme Chrysaline et Pascal le disaient au début, favoriser des logiques de coopération européenne et territoriale. Est-ce que vous avez commencé à faire avec votre voyage, mais il faut aller encore plus loin, est ce qu'on va voir tout à l'heure dans cette session rapide. Et il faut aussi reconnaître que la culture est aussi une infrastructure territoriale et c'est-à-dire une infrastructure immatérielle. Et c'est un levier aussi de résilience territoriale, un facteur de cohésion sociale. Et donc, il faut aujourd'hui, on voit la culture comme vraiment une vraie politique publique. Et je vais vous l'expliquer tout à l'heure comment ça se traduit aujourd'hui à Bruxelles. Et quand j'ai dit faire des territoires des lieux d'expérimentation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les territoires, pour les appels à projets et pour les programmes européens et pour l'Europe, ce sont des espaces privilégiés pour tester des nouvelles formes de l'action publique. C'est ça où ça devient intéressant pour vous, notamment que ce soit l'innovation artistique, que ce soit l'innovation des modèles économiques culturels, que ce soit des dispositifs participatifs, comme vous êtes parti chercher comment ça se passe ailleurs sur ces questions-là. Et tous ces chantiers-là sont aujourd'hui des chantiers stratégiques qui sont travaillés à Bruxelles. Et donc, comment la grande question, c'est comment on crée des cadres souples pour vous, pour pouvoir faire tout ça et pouvoir aussi sécuriser la prise des risques des acteurs culturels. Parce que aujourd'hui, c'est pas si évident que ça. Et défavoriser aussi l'évaluation qualitatif et pas quantitatif, parce qu'aujourd'hui, on va aller voir avec cette boussole culturelle, parce qu'on rappelle, je vais rentrer rapidement en matière, qui nous demande des données pour pouvoir défendre les points de la culture, mais pas économiques, mais aussi au-delà de l'économie, de voir l'impact de la culture. Donc tout ça, c'est important pour vous, parce qu'il faut aussi penser dans la mise en place des politiques publiques, ça. Et deux, structurer des écosystèmes d'innovation culturelle, ça veut dire que l'innovation ne repose pas sur des initiatives isolées, au local. Elle suppose aussi, comme vous l'avez dit en introduction, des réseaux d'acteurs, des réseaux des villes, des lieux de coopération et des financements hybrides. Donc, et je dis les financements hybrides, pas uniquement parce qu'on n'a plus de financement, baisse de financement, plus d'argent, etc., mais parce qu'il nous faut aujourd'hui commencer à penser tous ensemble comment on va pouvoir penser, et ça on le dit depuis longtemps, mais vraiment penser à des nouveaux modèles économiques pour continuer à soutenir la culture. Et donc, comment soutenir des écosystèmes locaux plutôt que de soutenir des projets seuls. Et on voit ça aujourd'hui, toute une série de projets qui arrivent pour les appels par-ci, par-là. Les collectivités ne les connaissent pas, ils sont très fragiles, donc plutôt soutenir des écosystèmes locaux plutôt que des projets seuls. Donc ça, c'est un gros travail qui est intéressant à travailler avec vous. Et d'encourager aussi des logiques des réseaux à l'échelle européenne et bien évidemment de mobiliser le financement européen et de faire des synergies, et parce qu'il y a Europe créative, mais il y a toute une série de programmes qui sont là. D'ailleurs, on va être adossé au programme Agora EU, qui va être le grand programme pour la citoyenneté. Donc ça, je vais vous expliquer après. Donc ça, c'est sûr, c'est important. Et ensuite,
pour vous dire que renforcer les rôles des territoires comme des espaces de proximité démocratique, c'est important et aujourd'hui, nous avons beaucoup, beaucoup de mal à travailler ça dans les projets, que ce soit des projets d'acteurs ou des projets de collectivités. C'est très compliqué parce que les attentes citoyennes évolutionnent aussi. Donc, plus de participation citoyenne, plus de transparence, plus d'inclusion et donc comment on développe des dispositifs, des co-constructions, parce que c'est ça en fait, on parle même plus des publics, on parle des citoyens encore, et, on utilise les mots publics, mais c'est Mhm. comment on peut parler en fait plutôt des citoyens et de la Oui. co-construction avec des citoyens pour soutenir des pratiques culturelles plus Non, 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 participatives, merci, enfin. intégrer les habitants dans la gouvernance des projets. Ça, c'est maintenant une obligation, en fait, dans l'appel coopération d'aujourd'hui, qui est le 5 mai, et j'ai reçu le programme de travail pour 2027, qui va être encore renforcé, et ça veut dire qu'on est déjà, après 2027, dans ces approches-là. Donc, comment on renforce justement ces problématiques en fait d'intégrer les habitants dans la gouvernance des projets dans un contexte aujourd'hui des tensions sociales et territoriales que demande aussi recréer des liens, valoriser la diversité culturelle et accompagner les transitions. Donc ça fait beaucoup, mais il faut renforcer les actions culturelles dans les territoires, encore qui sont des territoires vulnérables. Et donc on va plutôt partir de là, de ces mots de vulnérabilité, l'articuler culture à d'autres politiques et de soutenir des démarches artistiques engagées dans les enjeux contemporains et dans la société d'aujourd'hui. Donc ça, c'est un peu ce qu'on appelle des espaces aussi des proximités démocratiques. Et enfin, pour vous dire, que la question aussi d'avoir les territoires comme une fabrique de solutions hybrides, ça repose aussi dans les croisements des secteurs. Donc aujourd'hui, on ne peut pas avoir un projet artistique, mais il est à, à la croisée de l'environnement, l'économie, l'aménagement des territoires, le développement social. Et un triptyque important qui est demandé, ce qui change aujourd'hui, c'est la coopération entre public, privé, citoyen. Ça, c'est vraiment les maîtres mots, hein, public, euh, privé, citoyen et l'articulation entre les locales, l'Europe et l'international, parce qu'on va voir dans la boussole culturelle une ouverture à l'international qui nous met maintenant avec les contextes géopolitiques actuels, des guerres au Moyen-Orient, avec tout ce qui se passe avec les États-Unis. L'Europe a tout de suite revu tout son programme, ce que je vous ai dit, on a tout changé, parce que maintenant on est là, en fait, et comment, dans ces contextes géopolitiques, on va penser la diplomatie, tout simplement. Donc, mais l'Europe est en train de poser des mots et c'est là où vous êtes attendu en tant que DAC. Et ça, c'est important aujourd'hui de pouvoir rentrer dans ces rôles d'être moins centré dans la gestion et davantage orienté dans l'animation d'écosystèmes. Je pense que ça, c'est important à retenir, dans la mise en réseau d'acteurs, dans la facilitation des coopérations et notamment dans l'accompagnement des projets innovants qui vont vous permettre de vraiment développer la capacité à mobiliser aussi des compétences dans votre territoire voilà. Donc, je passe rapidement à un autre point important qui est, donc, on a l'écosystème, on a quelque chose de penser quelque chose de systémique, la culture comme systémique écosystème, mais il faut penser la culture aussi en archipel et des territoires interconnectés. Donc, je vous donne cette introduction assez rapide parce que ça va me permettre après de décrypter en fait tout ce que la Commission européenne est en train de poser avec la boussole culturelle, avec le Agora EU, pour que ce soit peut-être plus simple après, que ce ne soit pas que des mots, mais plutôt penser aujourd'hui tout ça. Donc, penser l'Europe culturelle comme un archipel, ça demande aujourd'hui avoir donc dire il faut pas avoir en fait un archipel ou un centre, enfin il faut plutôt penser en centre mais plutôt en archipel et et penser aussi des connexions entre territoires, ce qu'on appelle ces questions-là, que la notion d'archipel
est fondée sur la question de la diversité. Comment l'Europe aujourd'hui a un objectif clair qui est comment la défense de la diversité culturelle et linguistique et aussi la relation comme principe fondamental. Et donc ça devient quelque chose d'important parce que on revient à des valeurs européennes qui sont partout, la Charte des droits fondamentaux et comment on applique déjà le principe des dignités humaines, des droits, accessibilité des droits, respect des minorités, etc. Donc vous voyez, on commence à voir une évolution parce qu'on avait oublié en fait ces chartes qui maintenant devient un objet central, ces chartes des droits fondamentaux, il devient un objet central. Et donc, ça s'applique à quoi? Ça s'applique à que l'Europe, avec cette vision d'archipel, valorise les cultures locales, les échanges interculturels et la co-construction d'un imaginaire commun. Chrysaline l'a dit très bien dit en introduction, c'est comment on pense en fait une Europe peut-être plus sobre, mais aussi plus désirable. Et c'est là, c'est quelle co-construction d'un imaginaire commun souhaitons-nous avoir? Et puis, il faut voir aussi que les territoires interconnectés, euh, euh, on peut les analyser en fait à partir des transformations contemporaines, à travers de la mondialisation des échanges. Alors, vous savez, tout le problème qu'on a aujourd'hui avec les États-Unis, avec l'Iran, etc. Et aussi l'importance des réseaux et la concentration des dynamiques dans certains territoires. Donc ça, ce sont des points importants parce que si on prend, on s'appelle coopération de programmes Europe créative, on voit que ce que je dis à chaque fois, et ça ne change pas, ça se renforce, tous les projets sont centrés à Paris, Lyon, Marseille. Voilà, j'ai rien contre Lyon parce que Pascal il vient de Lyon, mais c'est comme ça et on ne voit pas sortir en fait de cette dynamique, hein. Donc c'est assez inquiétant parce que ça ne change pas pendant des périodes et périodes de 7 ans. On est centré sur ces dynamiques des concentrations et les territoires ne sont plus aujourd'hui isolés, mais sont insérés dans des flous. Et c'est ça qui est important à prendre en compte dans des flux économiques, culturels, numériques, et que la performance d'un territoire dépend de sa capacité à se connecter aux autres, de sa capacité à créer des relations et l'interconnexion avec d'autres territoires. Ça, c'est important à bien tenir en compte et que aujourd'hui, l'ancrage est local, ça c'est certain. Donc, chaque territoire possède une histoire, un patrimoine, des pratiques culturelles spécifiques et cet ancrage local constitue bien évidemment un levier des ressources pour la créativité et bien évidemment, il faut voir l'ancrage territorial comme une ressource, parce que chaque territoire a ses compétences, a sa valeur ajoutée, et la circulation comme une condition de vitalité. Donc ça, c'est important aussi de voir que là, bon, parce qu'on parle beaucoup de circulation, parce que c'est la mobilité. La circulation, c'est la mobilité aussi, la mobilité des œuvres, des artistes, mais aussi la circulation des savoirs, des pratiques, des compétences. Et donc, dans cette logique d'archipel, les territoires doivent être reliés par la circulation, par la mobilité et par la coopération entre territoires. Et puis, on a aussi les rôles des réseaux. Les réseaux entre villes, institutions, associations, artistes jouent un rôle central qui est le partage des bonnes pratiques, la coproduction des projets et bien évidemment la prise de conscience ensemble de ce qui doit aujourd'hui changer dans les politiques publiques. Donc ça, c'est important parce que les projets européens, ce sont des outils qui permettent de réfléchir à l'évolution des politiques publiques, mais c'est là où aujourd'hui les territoires européens ne sont pas encore accordés à savoir quel type de projet souhaitons-nous soutenir à l'échelle européenne pour qu'ils nous aident aussi à réfléchir à faire l'évolution des politiques publiques. Et donc, on a aussi une Europe de la culture qui est fondée sur l'interdépendance. Et donc, aujourd'hui, les politiques publiques territoriales en France sont un peu marquées par les questions de concurrence
plus d'attractivité, plus de rayonnement, etc. Et je pense que si on revient à l'approche d'archipel, il faut plutôt privilégier la complémentarité entre les territoires, les développements de coopération et la mutualisation des ressources qui permet aussi de voir qu'est-ce que ça joue dans une coopération européenne, que ce soit entre vous, que ce soit dans le cadre de l'Europe de coopération, que ce soit dans un programme Erasmus Plus ou autre, qu'on va voir tout à l'heure. Et, et la question de l'hybridation culturelle, c'est quoi? Parce qu'il y a des gens qui nous disent, bon, l'hybridation, c'est quoi? C'est vraiment des formats hybrides différents et qui permettent justement de tester des nouvelles choses avec les publics, parce que c'est ça, c'est comment on travaille avec les citoyens et comment aujourd'hui on crée des formats différents justement pour impliquer de plus en plus les citoyens en fait dans ces évolutions de notre société. Et donc l'interconnexion ne doit pas, on ne doit pas la prendre, enfin, ne doit être pas comprise plutôt uniquement comme une mise en réseau technique ou logistique, mais vraiment comme une vraie transformation des modes de production, des circulations, des légitimations, des créations, etc., etc. Et les interconnexions des flux sont humains, numériques, symboliques. Ils doivent favoriser aussi les croisements artistiques et culturels, qui est vraiment la base en fait de cette hybridation. Et puis enfin, on a aussi une gouvernance à multiniveau dans cet archipel, c'est-à-dire que l'Europe et culturel doit reposer en fait sur des échanges entre les publics, les nationales, les locales, entre les locales, les nationales, l'Europe, l'international. Hein, donc c'est beaucoup, là, c'est multiscalaire, mais en même temps aussi entre les acteurs culturels, les collectivités locales, les privés, et notamment une gouvernance qui nécessite de la coordination, des dialogues et de la co-construction. Ça, c'est un peu important d'inscrire des politiques publiques dans des réseaux européens, comme vous avez commencé déjà à démarrer ces cheminements, et notamment à positionner le territoire ou votre territoire dans un archipel européen. Donc, ce que je veux vous dire par là, est-ce que votre territoire, votre ville est positionnée déjà dans un archipel européen, interconnecté dans un système, comment on appelle ça, quelque chose de systémique et un écosystème vivant et sensible. Donc ça, c'est un peu, c'est tout à fait ce que je vais vous décrire après. Ça va être plus facile de vous présenter cette boussole culturelle et bien évidemment encourager les imaginaires européens parce que au-delà des dispositifs, tous les dispositifs sont là, l'enjeu est aussi très symbolique, et notamment pour vous que vous êtes directeur des affaires culturelles. Construire un récit européen, c'est aujourd'hui l'essentiel, qui va permettre aussi de favoriser le sentiment d'appartenance à un espace culturel commun. Je ne parle pas des, je sais pas, d'identité, des je sais pas trop quoi, voilà. Je regarde Pascal, mais je parle vraiment de quelque chose au-delà de ça, c'est je suis j'habite en Europe, et comment je me sens aujourd'hui européen. Et donc ça, c'est important de construire un récit contemporain et européen. Et donc tout ça pour vous présenter cette boussole culturelle euh, qui est un peu ce que je viens de vous dire, hein. C'est une sorte de refondation des politiques culturelles européennes. Vous savez qu'on n'a pas de politique culturelle, mais ça va être peut-être la future politique culturelle de l'Europe. Donc cette boussole Culture Compass, qui a été tout à fait lancée à la fin décembre 2025. C'est vraiment une orientation stratégique, hein. C'est pas un programme, c'est vraiment déjà, on va la voir en fait comme une orientation stratégique qui a été lancée par le commissaire Glenn Mikalev, qui est le commissaire européen pour la culture, et qui vient donc cette boussole remplacer l'agenda européen pour la culture de 2018. Donc je vous l'ai mis parce qu'en fait il y a une comparaison importante, ce qu'il y avait avant en 2018. Hein. On voit que c'était soutenir la créativité, je sais pas, exploiter le potentiel de la culture, les bien-être, voilà, et que là on passe en fait à quelque chose un peu
plus actée et plus incarnée, que cette boussole repose sur une série de postulats et des postulats qui élargissent la compréhension traditionnelle des politiques culturelles européennes. Et donc le premier, c'est d'une culture envisagée comme un écosystème interconnecté. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, je vous ai mis un peu ça, mais je reviens à ce que je vous ai dit en introduction, que la valeur se construit dans des relations entre acteurs, entre territoires, entre disciplines, entre secteurs et que les politiques culturelles doivent donc soutenir non seulement des œuvres, des artistes, mais aussi un vrai environnement de création. Donc, est-ce que vous êtes là-dedans dans comment on pense un environnement de création aujourd'hui artistique, parce qu'on est toujours à soutenir des projets, mais pas à penser à un environnement de création européenne en Europe. Le deuxième postulat, c'est celui des droits culturels. Et ça, je m'adresse tout à fait à vous parce que vous, c'est votre champ, votre chantier et que ça a abouti finalement à quelle Europe, parce que c'est vraiment un postulat, c'est un postulat français, enfin, ça a été une mobilisation en France, qu'aujourd'hui, chaque individu doit pouvoir participer à la vie culturelle, avoir accessibilité, contribuer à la production des sens aussi, avoir aussi un esprit critique. Et donc, je ne veux pas venir vous parler des droits culturels parce que c'est votre chantier, mais cette approche, bien évidemment, implique aujourd'hui de repenser les politiques d'accès et des participations. Donc, on est vraiment là-dedans, hein. Donc, c'est vraiment important. Et le troisième postulat, que je voulais vous présenter, c'est aussi la vraie reconnaissance de la diversité culturelle comme une ressource stratégique de l'Europe. Et c'est-à-dire, on ne veut pas faire l'uniformisation quelque chose d'uniforme en Europe, mais plutôt à mettre en dialogue en fait ces diversités, je pense, qui est important, et par cela, donc travailler sur la transformation des pratiques culturelles parce que il faut qu'il soit plus transnational, plus international, plus interdisciplinaire, beaucoup plus collaboratif. Et ça, ce sont des mutations aujourd'hui qui appellent des politiques publiques capables d'accompagner des processus ouverts et évolutifs. Ça, c'est important, prendre en compte ça. Donc, cette approche, en fait, que je viens vous montrer, euh, de la boussole culturelle revient aussi sur un point important qui est vraiment la défense et le renforcement aussi des valeurs européennes. Et donc là, on revient sur quelque chose d'important qui est l'Union européenne a mis en place donc un statut de l'artiste qui maintenant doit être pris en compte en fait dans toutes les approches. C'est-à-dire, quand on parle des statuts de l'artiste, on parle bien évidemment des conditions de travail des artistes et que les conditions de travail des artistes aujourd'hui doivent regarder à l'échelle européenne parce que quand il y a des attentes aux conditions de travail, soit la liberté de création, la liberté d'expression, soit des conditions de travail dans des pays où il y a des problématiques aussi, des conflits, comment aujourd'hui on est garant dès la défense des conditions de travail des artistes aussi, euh, déjà dans son territoire, déjà dans les politiques publiques et aussi dans les projets européens. Donc tout ça, c'est pour vous dire que cette boussole culturelle, ça s'est traduit très très concrètement en fait par plusieurs choses, l'amélioration des conditions de travail, donc voilà, c'est-à-dire garantir des rémunérations équitables, donc on est en train de travailler à ça, faciliter aussi la mobilité des professionnels. Donc, si on voit l'espace de travail d'Europe créative aujourd'hui, si on a des coopérations avec la Tunisie qui participe à Europe créative, on a encore des vrais soucis de mobilité, hein, parce que les artistes ont besoin des visas, etc., les professionnels. Et donc, non, il y a tout à faire, pardon, j'ai rectifié, de renforcer aussi la protection sociale des travailleurs culturels et
un point important et qui est vraiment l'essentiel, c'est lutter contre la précarité et les inégalités structurelles. Donc ça, c'est vraiment les points de cette boussole culturelle. Mais tout est écrit, hein, mais rien n'est fait, hein. Donc je vous dis que, voilà, je vous donne un peu des points parce que tout est écrit en fait. Mais si ça reste comme ça peut rester comme ça et ça dépend aussi qui va pouvoir les mettre en place. Et donc aujourd'hui, euh, pour la question des droits culturels, ça implique un accès élargi à la culture, en fait, pour tous les publics, et notamment en partant des publics qui sont vulnérables. Quand je dis vulnérabilité des publics, c'est des territoires, ce sont aussi des personnes en situation de handicap, ce sont des communautés minoritaires, ce sont des territoires éloignés, etc., etc. Et la reconnaissance de la diversité des pratiques culturelles aussi contemporaines et l'implication des citoyens dans dans des processus culturels. Donc cette boussole culturelle, euh, permet aujourd'hui vraiment de répondre à tout ça à votre niveau et notamment de favoriser en fait ce que je vous ai dit, les expérimentations, parce que tout est à faire, donc il va falloir beaucoup expérimenter et aussi de pouvoir soutenir des nouveaux formats et bien évidemment, aujourd'hui, il y a une autre problématique enfin, qui touche cette boussole culturelle, c'est aussi la souveraineté européenne et notamment sur les questions des transitions numériques. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à ces plateformes européennes? Donc, cette boussole culturelle cherche aussi, on va voir aussi, et vous allez les voir pour celles et ceux qui souhaitent mobiliser les fonds européens pour 2027, en fait, les dernières s'appellent, on va voir que l'Europe essaye aujourd'hui de devenir moins dépendante des États-Unis, de l'Amérique, de la Chine. Bon, ça va être compliqué, mais c'est quand même un point important et on le voit très clairement comment on commence à favoriser en fait des réseaux numériques européens. On ne connaît pas parce que on est toujours sur euh, tout ce qui est américain, hein, des réseaux sociaux américains, voilà. Et donc comment on renforce ces capacités de production et de diffusion européenne, comment soutenir des acteurs culturels européens, comment réguler les environnements numériques et comment on va garantir une juste rémunération dans les économies digitales. Donc ça, c'est vraiment important. Et dernier point que je vous ai déjà dit deux mots sur les questions de diplomatie culturelle et des projections à l'international. Donc, on a beaucoup, beaucoup parlé en fait des diplomates, de l'Europe. Oui, l'Europe créative est ouverte à des pays hors les États membres. Donc, c'est déjà à l'international parce que il y a les Balkans qui sont pas membres, il y a quelques pays des Caucases, il y a la Tunisie. Mais cette boussole culturelle, ce qui est intéressant et important, c'est de dire, bon, cette boussole souhaite structurer une stratégie extérieure. Je dis attention parce que pas une stratégie extérieure avec une approche décolonisation encore, mais plutôt c'est là où ça devient intéressant, c'est se dire que cette boussole culturelle souhaiterait vraiment renforcer les coopérations internationales et pouvoir, plutôt que de positionner l'Europe, mais plutôt les valeurs européennes comme un acteur global. C'est là où ça devient intéressant parce que ça veut dire que comment on fait pour travailler justement avec des acteurs internationaux, avec une défense de la diversité culturelle, avec des régulations aussi des pouvoirs entre ces ensembles continentaux, etc., etc. Oui, Pascal, excuse-moi, j'étais... Alors, non, non, c'était très bien que tu puisses finir de présenter tout ça. Moi, j'avais une question un peu, comment dire, concrète, c'est-à-dire cette boussole comme, que tu as présentée de manière finalement ambitieuse comme étant finalement des orientations stratégiques de politique culturelle. Hein. C'est que c'est un gros débat de savoir si l'Union européenne a ou pas une politique culturelle. Cette boussole, elle s'applique déjà dans les programmes de l'Union européenne dès maintenant avec Europe Créative et le prochain appel à projet. Tu nous donneras évidemment les deadlines hein, pour les prochains appels à projet. Ou est-ce qu'on est dans le futur sur la nouvelle mouture Agora EU?
Alors, oui, merci pour ta question. Donc, la boussole culturelle est déjà là. Donc, pour les appels, j'ai reçu hier le programme de travail d'Europe créatif pour 2027, et le dernier appel qui appelle au pluriel qui vont arriver. On est déjà dans la boussole culturelle et même en 2026. Donc, on est vraiment là-dedans. Et aujourd'hui, je vous avoue que on n'arrive pas vraiment dans les projets à changer des lunettes mentales pour dire que il faut vraiment travailler sur la co-construction avec les citoyens. Parce que c'est toujours les publics en tant que spectateurs et pas vraiment des co-constructeurs. Donc, j'ai un spectacle, mais ils vont venir voir, etc., mais pas des processus de co-construction, des co-participation. Ça, c'est très compliqué. Et c'est normal, hein, parce qu'on n'était pas habitué à ça. Et donc ça va être l'enjeu. Pour répondre à ta deuxième question, donc on est déjà là. Et on est même pour les appels, pour le programme de travail 2027, on est déjà dans les contextes géopolitiques aujourd'hui des guerres qui vit l'Europe. Donc ça change tout, hein, parce que comment on voit la culture, l'art dans des espaces de conflit. Bon, il y a l'Ukraine, oui, ouais, mais maintenant, il y a tout le Moyen-Orient hein, qui est en guerre. Donc, il y a les Libans, il y a, etc. Et avec une montée, alors ta question m'amène à te répondre d'une manière en disant qu'on voit aujourd'hui monter cette question des défenses, beaucoup de défense, armement, défense de nos frontières, sécurité de nos frontières, etc. Mais on parle très très peu des sécurités culturelles. On voit pas la sécurité culturelle, c'est-à-dire comment on va défendre la sécurité culturelle dans des zones de conflit, les œuvres d'art, les trafics illicites, les minorités, etc., etc. Donc ça, vous voyez comment on est dans des endroits assez compliqués. Cette ambition, la boussole culturelle, soulève plusieurs questions en fait. D'une part, sa mise en œuvre va dépendre des États membres. Voilà, ça c'est certainement la chose la plus importante. Ça, je vous le dis, hein, ça concerne que moi, mais voilà, la culture reste quand même une compétence partagée. Donc, ce n'est pas, comme tu le disais, une politique culturelle encore. Et d'autre part, les risques existent aussi que cette stratégie reste très déclarative. Voilà, très joli, voilà, les artistes, voilà. Et donc, si elle n'est pas accompagnée des moyens financiers et réglementaires suffisants et des politiques locales qui souhaitent la mettre en place. Donc, c'est pour ça que c'était important de faire cette introduction auprès de vous, parce que l'équilibre entre logique économique euh, et logique des droits constitue un point de tension structurelle. Donc, c'est-à-dire comme même pour vous, hein. Donc, comment vous êtes dans des logiques économiques, des industries culturelles, compétitivité, attractivité, et des logiques d'accès aux droits. Donc, comment on fait ça en fait? Donc, c'est compliqué, mais il faut faire les deux. Et donc, la boussole culturelle ouvre, bien sûr, des perspectives importantes, mais en même temps, elle soulève plusieurs défis. Cette question de comment on va la traduire pour l'avoir vraiment une stratégie, quelque chose de stratégique, avec des actions concrètes et de ne pas s'alourdir déjà les dispositifs existants et aussi les problèmes de gouvernance. Parce que voilà, ça reste quand même une compétence nationale et ça dépend bien évidemment de la capacité aux États membres à voir comment on fait pour ça. Et un enjeu central aussi de cette boussole culturelle va résider dans la capacité à produire un impact réel sur les acteurs culturels. Et donc, elle va pouvoir devrait répondre à des besoins des terrains tout en accompagnant les transformations en cours. Voilà. Donc ça, c'est un peu ce que je voulais vous dire par rapport à cette boussole culturelle. Est-ce que vous Est-ce avez des questions avant de passer est-ce que je peux à... poser une question? Oui, Euh, Parce qu'en fait, je suis arrivé en cours de discussion. Donc d'abord, je voulais vous remercier infiniment pour la clarté merci. et, la complétude, en quelque sorte, de votre introduction. Et alors moi, j'ai compris, et je vous demanderai
de corriger si j'ai mal compris, mais euh, ce sont des choses qui sont importantes à mon niveau. J'ai compris qu'il y avait aujourd'hui plusieurs enjeux euh, sur lesquels il faut se défendre, il faut intervenir, faire du lobbying, etc. Donc j'ai compris qu'il y avait la question du statut de l'artiste. J'ai compris qu'il y avait la question de la souveraineté européenne au sujet du numérique. Alors ça, effectivement, c'est un sujet dont on parle beaucoup, davantage que la question du statut de l'artiste, euh, à ma connaissance. Euh, Vous avez également évoqué la diplomatie culturelle, euh, le fait que les valeurs européennes doivent être ou pourraient davantage être transmises à des pays non membres de l'Union européenne. Et puis enfin, j'ai retenu, et ça je trouve que c'est intéressant parce que pour moi c'est une problématique qui est nouvelle. Alors autant je la connaissais au niveau international, mais je ne l'avais pas imaginé au niveau européen, c'est tout ce qui concerne la sécurité culturelle. Donc, dans les zones de conflit, sur la question des minorités, etc., etc. Et voilà, donc je voulais juste m'assurer que j'avais bien en tête les principaux enjeux politiques, en quelque sorte, euh, aujourd'hui, qui devraient guider nos actions. Voilà. Stéphane, vous pouvez vous présenter, vous pouvez nous dire de quelle collectivité vous Alors êtes? moi, je suis pas du tout alors, je suis du ministère de la Culture. Tant mieux, il n'y a pas de Je problème. suis, je suis un peu le sous-marin de cette réunion, mais je suis en phase de repositionnement professionnel et je souhaite m'impliquer professionnellement à un niveau européen. Euh, Sachant que j'ai 11 années d'expérience à l'international en dehors de l'Union européenne. Voilà. Mais je m'intéresse aux, aux politiques publiques, culturelles, aujourd'hui à un échelon européen. Voilà. D'accord. Merci, merci Voilà. beaucoup. Excusez-moi, donc je voulais Non, il n'y a juste pas de souci. euh, Est-ce qu'il y a, à ce stade-là, peut-être, j'imagine, Martha, qu'ensuite tu vas refaire un point rapide sur les dispositifs, donc particulièrement, voilà, Ça y est. voilà, Europe créative. Est-ce que avant cela, sur l'ensemble de cette boussole, on pourrait dire, hein, puisque c'est en fait c'est ça que tu nous as donné une boussole. Est-ce que sur cette boussole, il y a d'autres interventions? Ça peut être des questions, ça peut être des témoignages, avant qu'on passe peut-être à des choses un peu plus techniques. Sinon, on y va, on continue. Donc, juste pour, voilà, pour rentrer cette boussole, en fait, l'idée, c'est vraiment de nous... aujourd'hui, on n'a pas de boussole, en fait, de rien du tout, ni rien. Donc, l'Europe est sans boussole, hein. Donc, l'idée avec cette boussole, c'est qu'il puisse aussi orienter toutes les politiques européennes, compris, je vous avais mis cette diapo, ça, comment la boussole, parce que toutes ces transitions sont éminemment culturelles, écologiques, numériques, démocratiques. Et donc, comment cette boussole va pouvoir transiter, mais bon, c'est déclaratif, hein. Donc, après, il faut voir comment ça se travaille, hein. Je vous dis mon point de vue, et que pour cela, aujourd'hui, il y a beaucoup de leviers d'action pour les territoires. Et donc, je pense que pour vous, en tant qu'acteur des collectivités, je dirais plus qu'acteur culturel tout simple, juste avant de rentrer, c'est penser en écosystème, ce que je vous ai dit euh, en introduction, en écosystème, en archipel, hein, parce que c'est un peu la même chose, et c'est connecté à l'Europe et à l'international changer d'échelle. Donc, toujours des locales européens, deux locales, je dis toujours deux locales, l'Europe, l'international et retour au local. Donc, ça, c'est intéressant, hein. Donc, il faut vraiment bien penser cette dynamique pour vous et que là, on démarre rapidement sur notre programme Europe Créative.
Je vais vous présenter d'abord parce que je vais enfin, donner rapidement une présentation qui est ces programmes créatifs et les principaux programmes de soutien à la culture, à l'audiovisuel de la Commission européenne. Donc, il s'inscrit aujourd'hui dans une logique qui est intéressante parce que ces programmes vont structurer des écosystèmes culturels européens. Donc, l'idée, c'est ça. Et aujourd'hui, à partir de 2026, les appels 2026, elle est en parfaite alignation et cohérence à la boussole culturelle européenne. Donc aujourd'hui, c'est tout le travail que je fais pour un dépôt qui est le 5 mai, pour dire aux gens, voilà, bon, conditions de travail des artistes, droits culturels, etc., etc. Donc ça, c'est traduit très concrètement là-dedans, hein. Et donc, l'enjeu clé pour vous, c'est comment passer d'une logique d'opportunité à une logique stratégique euh, d'inscription dans des réseaux européens et comment vous, en tant que DAC, euh, comment penser à un environnement culturel européen pour aider les projets à pouvoir rentrer dans l'Europe créative et notamment dans les cadres d'écofinancement, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a le problème pour beaucoup d'acteurs, c'est le problème des cofinancements. Et ça fait partie en fait des modèles économiques. Alors, l'architecture des programmes, donc on a trois volets complémentaires. On a un volet culture qui est là pour soutenir donc des coopérations européennes. Donc, on a tous les, les, les volets coopération qui va soutenir des projets à petite, moyenne, grande échelle avec 3, 5 et 10 partenaires européens et avec une nouvelle vision de l'Europe, de la Commission européenne, qui a été demandée d'ailleurs par les États membres, c'est de renouveler le tissu dans le cadre de ces dispositifs, c'est-à-dire qu'on on veut faire de la coopération une première fois, on va sur la petite échelle, après on est structure, on passe à la moyenne, après on devient grand et structurant, réseau, on passe à la grande et après, bye bye, on a soit synergie avec d'autres programmes, avec Erasmus, avec Horizon, avec des collectivités locales, soit on pense à un modèle économique. Donc là, l'intérêt pour vous, aujourd'hui, je pense, et on pourra en discuter ce que vous en pensez, c'est comment vous travaillez justement sur un environnement aussi euh, euh, culturel européen, y compris le modèle économique des structures pour qu'ils deviennent autonomes. Donc ça, c'est un travail qui est important. On a aussi le soutien à des réseaux européens. Donc, il y en a une trentaine de réseaux aujourd'hui qui sont soutenus et que ces réseaux, dans le prochain programme, il va être soutenu davantage. En fait, on va avoir un budget important pour soutenir de nouveaux réseaux qui n'existaient pas aujourd'hui. Donc, imaginez-vous des réseaux aujourd'hui plutôt plus citoyens, des réseaux qui n'existent. C'est-à-dire qu'on va passer d'une logique des sectoriels à des réseaux beaucoup plus en écosystème, archipel, avec des problématiques qui touchent plusieurs secteurs culturels et pas un seul. Et aussi soutien à des secteurs spécifiques comme la traduction littéraire, les patrimoines, la musique. Et donc, voilà. L'objectif de ces volets culture est de favoriser la circulation et l'innovation dans des secteurs culturels et créatifs. Après, on a le volet média. Et puis les soutiens, c'est intéressant parce qu'on peut avoir des soutiens qui vont des 200 000 euros jusqu'à 2 millions d'euros. Et ensuite, on a les volets médias qui est vraiment destiné à l'audiovisuel cinéma et aux médias d'information. Donc, les volets médias, donc on a plusieurs appels, donc développement de contenu, donc cinéma, séries, jeux vidéo, etc. Tout ce qui est la distribution et la diffusion des films et la formation des professionnels des secteurs de l'audiovisuel. Donc, l'objectif en fait de ces volets médias est de renforcer la compétitivité de l'audiovisuel européen, mais ça va changer aussi dans les prochains programmes parce qu'ils vont demander plus de coopération. C'est pour ça que la France, un peu, en ce moment, est pas très. Plus de coopération et pas uniquement voir les cinémas à moitié, c'est-à-dire dans la chaîne, il y a le côté création, c'est important aussi. Donc, et voir comment on pense aussi toute la chaîne à partir de la création, mais et pas que au moment de la distribution et la diffusion. Donc ça, c'est important aussi de voir ça, et ça va beaucoup changer pour Média.
Et les volets transsectoriels, c'est un volet qui crée des ponts entre les secteurs culturels, technologiques et audiovisuels. Et donc, et les médias d'information. Et les médias d'information vont devenir un volet très important dans le prochain programme. Donc ça, c'est intéressant pour vous aussi, y compris aujourd'hui la problématique qu'on a de comment travailler avec les médias d'information, beaucoup plus proches des citoyens, beaucoup plus proches de votre territoire. Donc ça, c'est aujourd'hui, c'est absent. Et ces volets transsectoriels soutient donc bien évidemment euh, avec la coopération des laboratoires entre ces trois secteurs et les soutiens aux médias d'information, l'éducation aux médias, etc. Ça, c'est l'architecture en fait des robes créatifs. Le volet culture, donc c'est différent au volet média parce que le volet média est vraiment destiné aux sociétés de production audiovisuelle cinéma et vraiment on est plus centré sur une logique économique et d'industrie, plutôt industrielle, que dans le volet culture, on a un autre point qui est soutenir la transition écologique, donc par la écoproduction, par la mobilité responsable, la transformation numérique, par de nouveaux formats, plateformes, etc. Et l'inclusion, la diversité par l'égalité à l'accès, etc. Et bien évidemment, on est plutôt sur des logiques de coopération, de création internationale, d'innovation, des circulations des offres. Voilà, donc ça c'est un peu est-ce que présente Europe Créatif avec un point important que c'est vraiment qui apparaît dans le programme de travail, c'est avoir aussi un effet transformateur. Donc on doit l'éprouver dans les candidatures, qu'est-ce que ça change aujourd'hui, et aussi beaucoup de données qui vont permettre aujourd'hui de pouvoir euh, donner des points à la culture et pouvoir aussi défendre en fait les points de la culture à l'échelle européenne et notamment aujourd'hui dans un contexte de négociations budgétaires parce que les gens ils se disent aujourd'hui à quoi sert la culture, bon, etc., etc. Je vais vous montrer ce que ça donne aujourd'hui les budgets pour la culture. Alors pourquoi Europe Créative c'est important pour vous en tant qu'EDAC? Parce que ça vous permet de passer des locales à l'international et des projets plutôt à l'écosystème et à l'archipel et à pour commencer à réfléchir à des environnements culturels européens différents. Donc ça, je pense que ça, c'est important pour vous. Et quand vous dites que vous allez faire un projet de coopération, c'est là où c'est intéressant, que ça vous permet aussi de passer à une logique des réseaux. Et puis aussi des professionnalisations parce qu'il faut monter en compétences et puis bien évidemment un alignement politique, c'est-à-dire à la boussole culturelle et à cette transformation qui nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Non. Donc ça, c'est qu'Europe créative. Alors, l'année prochaine, il y a l'Angleterre qui vient nouveau à participer. Donc, je pense qu'ils vont revenir à nouveau, hein. C'est ce qui est en train de se passer. En fait, Bon, juste, je m'en permets de t'interrompre, ils viennent de rejoindre Erasmus, mais là, Erasmus. ils rejoignent aussi Europe Créative. Oui, Ah, l'année formidable. prochaine. On retrouve Et voilà. Et donc, Horizon ouais, Europe aussi. Et il faut savoir aussi qu'Erasmus, il va s'ouvrir à toute la région de MENA. Souana, maintenant on dit Souana, MENA, donc on va dire à la région de Souana. Donc ça c'est intéressant parce que ça va permettre aussi d'avoir une vision plus élargie en fait de ce qui est vraiment l'international, notamment quand je vous ai parlé de l'art dans des centres des conflits, bah, c'est carrément ça, hein. Et aujourd'hui on a cette géographie, cet espace de travail d'Europe créative. Donc, il y a quand même avec 41 pays qui participent. Donc, ça, c'est l'espace de travail et aussi déjà la coopération, mais qui va s'élargir à Erasmus, à Horizon Europe et notamment avec le retour de l'Angleterre qui vient de joindre Erasmus, Horizon Europe et Europe Créative en 2027. Donc, ça, c'est les bonnes nouvelles. C'est pas que des mauvaises nouvelles parmi toutes les mauvaises nouvelles qu'on voit. Et on va passer rapidement à Erasmus. Si vous avez des questions
Europe créative, vous pouvez me poser des questions. On aura quelques minutes à la fin pour échanger. Mais alors, Erasmus, c'est un autre projet, un autre programme qui est là parce que aujourd'hui, il nous demande de faire de plus en plus de synergies avec les autres dispositifs européens. Donc, on peut démarrer en Europe créative et en même temps en Erasmus. C'est de plus en plus demandé parce que ce qu'ils veulent, c'est vraiment la valorisation de la culture dans tous les dispositifs. Donc Erasmus, c'est un programme qui est très important, qui est un programme qui est un outil stratégique assez important pour les acteurs culturels parce que c'est un programme qui va soutenir l'éducation tout au long de la vie, formelle, informelle, l'éducation professionnelle, la formation professionnelle et aussi la jeunesse. Et de plus en plus, on a des projets et des secteurs culturels et créatifs. Ça aurait été bien de vous avoir donné des témoignages, mais ça, c'était juste un apéritif, hein. Après, on verra comment on continue à travailler si ça vous intéresse, parce qu'il y a de plus en plus cette synergie entre Europe Créative et Erasmus. Il faut bien en saisir Erasmus comme un levier de coopération, de formation, d'innovation culturelle et territoriale. Donc ça, c'est important de voir ça, que Erasmus a une architecture assez intéressante parce que Erasmus propose en fait plusieurs actions, trois actions clés. Donc une action, une première action qu'on appelle la mobilité des individus. Donc cette mobilité, c'est vraiment des bourses de mobilité, des mobilités des professionnels et d'échanges des jeunes. Donc c'est formation des équipes culturelles, ce que vous avez peut-être fait avec la FNADAC. Après, il y a les échanges de pratiques, il y a des projets de mobilité, etc. Europe Créatif aussi donne des bourses à la mobilité, donc, mais c'est un plus petit, mais ça permet plutôt aux artistes professionnels de partir en mobilité dans Europe Créatif avec Culture Move Europe en Erasmus aussi. Donc vous pouvez cumuler, donc ça c'est des gymnastiques aussi à faire. L'action clé 2, c'est partenariat stratégique. Donc cette coopération, c'est des projets de coopération euh, culturels peuvent être aussi avec des structures culturelles qui vont notamment vers l'innovation pédagogique et des partenariats stratégiques. Donc, ça peut être intéressant d'imaginer, d'expérimenter justement de nouveaux formats, des formations, des coopérations entre structures culturelles éducatives aussi, dans le but de renforcer les capacités en fait des professionnels des secteurs culturels et créatifs. Et l'action 3 qui est soutien aux politiques publiques, pareil, donc l'expérimentation, les réseaux européens. Et donc, c'est moins accessible, mais c'est aussi structurante. Et vous pouvez faire aussi être partie prenante, en fait, de cette action clé en tant qu'EDAC. Et après, il y a des priorités stratégiques. Donc, ces priorités stratégiques, on peut avoir des priorités qui sont vraiment sur l'inclusion et la diversité, notamment sur les questions d'égalité des chances, des publics éloignés de la culture, notamment sur les questions de transition numérique. Donc, c'est des compétences digitales, des nouvelles formes d'apprentissage aussi, hein, quand vous travaillez avec des personnes en situation de handicap. Par exemple, comment penser à l'accessibilité des personnes malvoyantes, à l'accès aux œuvres, etc. Enfin, voilà, tout ça, c'est tout est à faire, hein. Et en termes de transition écologique, bien évidemment, il y a beaucoup de choses aussi qui permettent aussi de penser la transition écologique des secteurs culturels et créatifs. Et un point important qui revient dans le prochain programme de travail des Erasmus, c'est la participation citoyenne. Donc, plus d'engagement des citoyens. Donc, vous voyez comment ça devient. Oui, Chrysaline, tu avais une question? Non, non, vas-y, termine. Je voulais juste, après, si tu pouvais avoir aussi des exemples Europe créative, ça pourrait être chouette. Oui, 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 bien sûr. À la fin, je donne deux, trois exemples. Et des tours, en fait, comme ça, je fais les croisements. Et puis voilà, après, on a... ce sont des projets en coopération, bien évidemment, avec trois structures. Et les financements sont un peu le même qu'Europe Créative. Ça va des 200 000 à 2 millions d'euros. Et voilà. Et puis après, on a un troisième programme qui s'appelle les programmes SERVE
qui va être le programme vraiment phare en fait des Agora OU. Et ces programmes servent, va être adossé à Europe Créatif, ou plutôt le contraire, enfin Europe Créatif va être adossé au programme Serve. Ces programmes, donc c'est assez intéressant parce que ça permet aussi de le voir comme un outil stratégique parce que ça permet de travailler la citoyenneté européenne, de travailler les droits fondamentaux, la démocratie, la participation. Et ça va être un outil important parce que ça va vous permettre déjà de commencer à travailler des processus citoyens à part d'Europe créative pour après venir à Europe créative. Donc ça, c'est intéressant de voir que ces programmes ont des thématiques ou des piliers importants. Donc, on a des piliers comme les valeurs de l'Union européenne et aussi des questions d'égalité, des droits et des genres. Donc, toutes les questions des luttes contre les inégalités, représentation des minorités, des projets participatifs, etc. Et puis, ces projets servent, donc c'est pareil, c'est des sommes encore plus petites et des projets beaucoup plus simples à monter, toujours en coopération et avec une forte participation active des collectivités, des associations, des ONG. Donc, vous voyez comment Agora EU, ça va être que ça dans les prochaines euh, années, en fait, les prochains programmes. La fin des dispositifs, c'est Horizon Europe. Donc, notamment ces dispositifs des recherche et innovation, et notamment son cluster 2 qui est dédié à la culture. Et donc, on doit l'aborder, la culture, comme un objet de recherche, d'innovation et de transformation sociétale. Et que ces clusters 2 est à l'intersection entre la culture, les sciences sociales, l'innovation et les politiques publiques pour produire des connaissances et des solutions pour les grandes transformations européennes aujourd'hui. Donc, c'est bien évidemment des projets très, très structurants avec des laboratoires, avec des collectivités territoriales qui permettent aussi de réfléchir à la démocratie, à la gouvernance, au rôle des médias, des informations, au débat public, aux questions des patrimoines, aux questions aussi des tourismes et des développements ruraux, etc., etc. Donc, on a toute une série d'actions, mais qui sont beaucoup plus structurantes. Donc, je les présente comme ça pour voir un peu le parcours qu'il faut plutôt mener. Et puis, avant de rentrer à Agora EU, je vais vous donner quelques exemples, en fait, des projets. Par exemple, on a une association aujourd'hui qui euh, se pose la question notamment des droits culturels de manière assez large. C'est une association qui est spécialisée enfin, qui travaille beaucoup avec des personnes en situation de handicap, notamment malvoyantes. Donc, l'idée, c'est vraiment de partager en fait ces problématiques avec l'Ukraine, avec le Kosovo, avec la Belgique et la Tunisie et sont en France. Et ces projets aujourd'hui est soutenu par Europe Créative parce que ces projets a mis en place un laboratoire sur justement avec un concept, parce qu'il faut toujours avoir un concept assez intelligent qui est la question des musées invisibles. Donc l'idée en fait des une sorte de musée invisible, c'est de pouvoir aujourd'hui rendre accessibles des œuvres, enfin qui sont dans les musées des personnes en situation malvoyante, mais de manière assez innovante parce que c'est souvent des personnes euh, l'idée c'est de mettre en fait des amateurs en histoire de l'art et des citoyens et des artistes qui puissent raconter en fait à voix haute les œuvres pour pouvoir travailler avec des personnes en situation de handicap. Donc là, on voit qu'on commence petit à petit à créer des processus entre citoyens, aussi avec des amateurs, avec des personnes en situation de handicap. Et l'idée, c'est vraiment de travailler à différents niveaux en Ukraine parce que l'Ukraine aujourd'hui, il y a quand même des œuvres qui ont été mises à l'abri
sans que personne les sache, en fait, qui ont été cachés, en fait, dans le contexte des guerres. Et après, il y a aussi au Kosovo la question des œuvres aussi qui ont été détruites et travailler la question de la mémoire aussi, hein, euh, et aussi en Belgique et en France, pareil, sur ces questions aussi des nouveaux récits aussi qui doivent apparaître aujourd'hui dans des certains musées aussi, qu'il faut rendre accessibles ces œuvres hors musée et notamment pour des personnes aussi malvoyantes. Voilà, donc ça c'est un projet qui a été soutenu par Europe Créative, qui a été soutenu aussi par Erasmus+, parce qu'ils ont mis en place en fait des modules de formation, notamment pour former les amateurs à justement à cette question des transmissions des l'œuvre avec des partenariats stratégiques. Et puis, l'idée aussi, c'est de pouvoir travailler dans CERV, notamment sur la question de la mémoire avec les Balkans. Et sur cette question des arts et conflits et des œuvres qui ont été cachées, etc., et de travailler les questions des mémoires. Donc ça, ce sont des associations, en fait, tout simplement, qui décident de se mettre en place et de travailler avec des galeries d'art, avec des musées, avec des collectivités locales, à différents niveaux, avec différentes problématiques, avec différents programmes, pour travailler, en fait, à l'échelle européenne, avec des partenaires, etc. Ça, ce sont des exemples que, on peut imaginer un peu à la croisée euh, euh, de ces dispositifs européens. Et oui, Ma- Oui. Martha, oui, tu vas nous parler d'Agora EU. oui. À ce stade, est-ce que, il y a de la part du groupe, des personnes qui sont dans le groupe, des questions un peu plus peut-être techniques sur Europe créative? Le délai, quand est-ce que sort le prochain appel à projet, Martha, environ? Alors là, maintenant, il nous reste on va Un maintenant seul? parler en 2027. Oui, Pour tous les programmes, on arrive à la fin d'une période de programmation 21-27. Ça, c'est oui, bien pour faire la transition après avec 28-34. Donc, tous les appels vont être lancés. Il faut faire attention à partir de l'automne euh, d'accord. 2026. Donc, c'est l'appel 2027 qui est publié en Et 26, 2026 pour répondre en 2027. Et après, c'est fini. On c'est passe ça. à Agora EU. Donc, on nous manque encore un an pour tous les appels, que ce soit Erasmus, Horizon, Europe Créative, etc. Alors, pour Europe Créative, donc on a bien évidemment les grands appels coopération, c'est une fois par an. Donc, ça sera toujours à la fin de l'année pour un dépôt au printemps. La mobilité, on va avoir des appels mensuels parce que ce sont des bourses à la mobilité. Et donc, il y aura des appels jusqu'en Attends. 2027. Juste sur Europe Créative, Oui, tu oui. nous dis ça sort en novembre, en décembre pour Pour réponse la par mobilité en octobre. En octobre, parce que là, ça la se termine. mobilité, tu veux dire Culture Moves Europe? Oui. Donc, D'accord, ok. donc ça, on aura une nouvelle En comment dire, octobre? vague d'appels en octobre et ça Ok, arrêtera en 2027. Donc, on n'aura pas des... d'accord. Et c'est tous les mois. Donc, vous allez pouvoir venir nous voir octobre, novembre, janvier, février, voilà, jusqu'en 2027. Et voilà. Et après, la coopération, il reste un appel qui aura Oui, lieu fin décembre jusqu'au mai 2000 mois pour de des mai. projets qui termineront voilà, après. Et pareil pour les autres appels. Marina, il y a une question. Oui, 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 c'était juste quand même une petite question technique. Dans des projets où on agit en direction d'un réseau de professionnels, par exemple des professionnels de la petite enfance, des enseignants, enfin, vous voyez, voilà, des personnels de bibliothèque, par exemple, Oui, très bien. et où en même temps on agit avec les mêmes artistes en direction d'un public. Est-ce qu'il faut séparer la partie, on va dire, formation-action des professionnels dans du Erasmus+, et la partie, effectivement, mise en œuvre de l'action en diffusion artistique et en intervention d'ateliers en direction des publics finaux
dans du Europe créative. C'est juste pour comprendre la mécanique, vous voyez. Oui, Sur c'est ça. un autre exemple de projet, nous, on réfléchit effectivement à réformer un festival en lien avec des bailleurs sociaux, avec effectivement différents services de la collectivité et des publics en participation à la gouvernance des projets pour de l'art dans l'espace public. Est-ce que pareil, il faut scinder les choses pour que, vous voyez, ce qui de près ou de loin concerne les artistes, ce soit du Europe créative et qu'à partir du moment où il y a un volet de participation citoyenne, d'implication des publics en fait dans une forme de voilà de gouvernance du projet, ça il faut que ça soit transféré sur du Erasmus+. C'est pas Ah, très clair, vous voyez, le point oui, d'entrée oui, oui. de découpage En de la fait, vous, logique des publics destinataires ou enjeux dans les projets, surtout dans des projets très transversaux, en fait. oui, le destinataire, ça sera toujours le secteur culturel et créatif, que ce soit en Mhm. Erasmus, culture, c'est toujours ça. Hein. Ça peut être un des publics cibles, mais pas que, mais un Mhm. des publics cibles. Ça peut être aussi la petite enfance et les secteurs culturels, parce que l'idée, c'est de rendre plus accessible à faire de l'éducation artistique à la plus petite enfance, je ne sais rien, hein, voilà. Donc ça peut être ça, mais vous pouvez faire une mini formation expérimentale en Europe créative et carrément la travailler en vraie formation dans Erasmus Plus avec des organismes de formation, avec informel hein, aussi, qui permettront vraiment de travailler le renforcement de capacité de manière plus structurée qu'en Europe créative où vous faites en renforcement des compétences, mais plutôt expérimental expérimentaux, je sais plus, renforcement, ouais, voilà. Donc, vous êtes vraiment sur des projets que vous allez, si c'est sur la formation, vous expérimentez quelque chose en Europe créative et vous venez en Erasmus la développer avec d'autres partenaires parce qu'il faut vraiment se centrer sur ces aspects des renforcement de compétences vraiment pur et dur. Euh, D'accord. vous voyez, Oui, mais je vois. voilà, mais par exemple, vous avez un projet qui est plutôt sur des questions urbaines, urbanistiques, et vous pouvez travailler dans Europe créative, mais aussi travailler sur un CERV, parce que vous ne savez absolument pas comment mettre en place des processus démocratiques et participatifs, et donc ça va équilibrer, avoir un peu plus d'argent uniquement en CERV, parce que c'est vraiment des projets citoyens qui vous permettent aussi de travailler les questions d'urbanisme, je ne sais pas trop quoi, et ça, vous pouvez le faire. Et ce qui est demandé de plus en plus, cette euh, facilité, voilà, à pouvoir euh, transiter dans les programmes européens. Vous voyez? Donc, On te laisse finir peut-être, Martha, sur oui. Et donc, pour Agora, terminer, puisqu'il est alors, oui, 53. Peut-être finir sur Agora Agora. EU et puis redonner en fait la parole à Chrysaline pour peut-être parler de l'actualité en Finlande. Très bien. Donc, je finis rapidement Agora EU. Ça va être le nouveau programme après 2027, et le prochain. Là, on est déjà là parce que voilà. Vous avez ça, ces cadres financiers pluriannuels qui est en négociation. Normalement, les États membres, le Parlement européen doivent l'adopter sur présidence chypriote, mais vu le contexte, tout a été annulé, donc les gens ne peuvent pas aller à Chypre, mais bon, je ne sais pas comment ça va se passer. Et le budget global, c'est 2000 milliards d'euros sur une période de 7 ans. 2000 milliards d'euros sur une période de 7 ans. Soit 1,2% des revenus nationaux bruts européens. Donc, ça correspond en prix constant à 1700, 1800 milliards d'euros, quelque chose comme ça. Alors, les grandes priorités de ces budgets, vous avez déjà Agora EU qui se trouve en bleu marine et la Commission souhaite structurer le budget sur la cohésion et les régions, la compétitivité, la recherche, l'innovation, l'éducation et la culture
et servent en fait Agora plus Erasmus dans cette partie euh, bleue. Sécurité, défense et gestion des crises. Migration et protection des frontières. Vous voyez ce que je vous ai dit? Et l'action extérieure qui est un plan important pour l'Ukraine. Donc, on va voir en fait pour tout ce qui est éducation et Agora, Erasmus et Agora, 342 milliards d'euros. Donc c'est très petit, c'est très bas en fait par rapport au plan partenariat régionaux, hein, qui est toute la partie verte. Et puis voilà, mais c'est quand même, ça va être quand même les troisième budget destinés à l'éducation, euh, etc. Alors Agora EU. Donc, consacre 8,7 milliards d'euros pour ces programmes. Le budget global va consacrer 8,6 milliards d'euros pour ces programmes pour promouvoir la diversité linguistique, renforcer les industries culturelles et créatives, la liberté des médias, défendre l'égalité, les droits, les valeurs, tout ce que je vous ai dit en introduction. Donc, je ne vais pas répéter parce que c'est la même chose. Et normalement, Agora EU, il y aura un volet culture, un volet média et un volet démocratie et droit pour la participation citoyenne. Donc, c'est ce qui va se présenter dans le futur programme cadre. Et voilà, j'ai terminé. Je laisse Chrysaline prendre la parole. J'étais très longue, mais je suis désolée. Voilà. Bah, merci Martha pour cette présentation hyper riche. Peut-être qu'il y a des questions aussi à ce stade que je peux laisser s'exprimer. Bon, en attendant que les gens se manifestent ou osent, je peux préciser, comme disait Pascal, qu'on envisage effectivement une mobilité en Finlande à Oulu entre le 8 et le 10 septembre. Donc, on va lancer bientôt un appel à candidature pour participer à cette mobilité qui aura pour vocation de voir comment la capitale européenne culturelle 2026 a permis, dans sa candidature à la ville d'Oulu, de travailler les questions de droit culturel avec notamment les peuples samis, donc les derniers peuples premiers d'Europe, et les seuls d'ailleurs, et aussi comment ils travaillent la question du changement climatique, puisque leur candidature, c'est vraiment Culture for Climate Change, si je ne me trompe pas. C'est intéressant, juste un petit commentaire, parce que tout Et ce qui est donc peut-être autochtone. dire que si certaines d'entre vous, Vous osez plus parler du moi, coup. qui ne fonctionnent plus très Alors, moi, j'arrive pas à lever la main. Alors, je ne sais pas si je peux me permettre de poser une question. Je suis désolée, Chrysaline, j'ai essayé de lever la main, mais c'était avant votre intervention, donc je reviens en arrière. C'était sur Agora EU par rapport au projet qui concerne des programmations d'ordre culture scientifique ou technique ou musée de société. Est-ce qu'on considère qu'on est dans de la culture artistique? Mm. Et je vous entends pas, Martha, Ton pardon. micro est coupé, Ah, Martha. pardon. Non, non, merci pour votre question. On les considère en fait toujours dans Europe créative, maintenant Agora EU, parce que ça va être Oui, vraiment. j'entends bien, mais il y avait trois axes. Après, Il il y faut. avait artistique, média ou citoyenneté. Bah, Et après, donc, artistique, culture scientifique, on est quand même dans de la programmation, que ce soit muséale ou culturelle, mais pas artistique. Donc, mais ce n'est pas un problème, ça. voilà, c'était juste ça ma question. Merci beaucoup. Pascal, tu voulais dire un petit truc? Moi, je t'ai coupé tout à l'heure. mais pas du tout. Ma connexion euh, Ah oui, d'accord, ta est connexion défaillante bug. tout d'un coup, donc je pense que je ne vais pas conclure quoi que ce soit et te laisser. Ok.
Bon, on arrive de toute façon à 14 heures, c'est la fin de nos Ouais. échanges. Un grand merci. Martha, j'imagine que le PowerPoint que tu as présenté, il pourra être envoyé aux participants. Oui, oui, si ça les intéresse, oui, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Très bonne après-midi à tous et merci Merci à vous. beaucoup de votre présence et de votre écoute. Au revoir. Merci, au Merci revoir. Martha, merci Au à toutes et revoir. tous. Merci à tout le monde. Merci à vous pour Merci votre beaucoup. participation. Au revoir.